Alors, je crois qu'on va commencer maintenant. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la série des webinaires pour les arbitres de Soccer Canada présentés par Allstate, le championnat sur l'île, la vie dans la bulle. Je profite de l'occasion pour reconnaître et remercier notre partenaire présenteur de la série, Allstate Canada, et ses 1000 agents qui sont de fiers supporters de soccer canadien à tous les niveaux du jeu. Je m'appelle Caroline Chénard, ancienne arbitre FIFA, et je serai votre hôtesse ou peut-être votre quatrième officielle pour ce webinaire. Premièrement, pour optimiser votre expérience lors de la session Zoom, nous vous recommandons de sélectionner Vue de galerie qui vous permettra de voir les 5 panélistes avec la présentation pendant le chat d'aujourd'hui. Et un peu sur le fonctionnement de notre webinaire aujourd'hui. En ce qui concerne le fonctionnement des questions et réponses, nous vous encourageons de soumettre des questions tout le long du webinaire, à l'aide de l'outil questions et réponses dans Zoom. Il va être possible de répondre à quelques questions au long de la discussion et dans certains cas, les questions peuvent être répondues live dans la plateforme et ça serait visible par tous les participants. Si le temps permet, il y aura une session de questions et réponses à la fin de l'événement. Veuillez noter que nous allons faire de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible si le temps le permet. Et avec toute technologie, si quelque chose ne marche pas, aujourd'hui, veuillez rester connectés et nous allons essayer de relancer la plateforme. Alors, pour commencer, l'Association canadienne de soccer a été très surpris et content de la réponse de 6 arbitres lorsque l'appel a été lancé pour ceux qui étaient disponibles pour ce tournoi pour participer au championnat sur l'île. Le tournoi se déroulait du 8 août au 20 septembre et pour ceux qui n'ont pas de calendrier devant eux, c'est 43 jours. C'était un tournoi avec 8 équipes et 35 matchs. Un tournoi de cette ampleur avait besoin d'une équipe de soutien présente pendant le tournoi pour supporter les arbitres. Ce n'est pas un job facile et les membres de cette équipe signifiaient souvent des très longues journées. Isaac Raymond, gestionnaire de l'arbitrage de l'Association canadienne de soccer, et Bob Sawtelle de la Colombie-Britannique faisaient partie de cette équipe avec Joe Audi, qui est avec nous aujourd'hui. Joe est instructeur et évaluateur national et membre du comité d'arbitrage. Bonjour, Joe. Bonjour, Caroline. Pour ce tournoi, le comité d'arbitrage avait sélectionné un groupe de 16 officiels. Carly Shaw McLaren, Dave Barry, Philip Duchik, Jason Alinsky, Michael Hood, Sean Hornsby, Stephen Tanaka-Freund et Travis Lefebvre sera de la version anglaise plus tard cet après-midi. Juan Marquez ne pouvait pas faire partie de ces webinaires parce qu'il avait quitté sa job pour le tournoi. Et il vient tout juste de commencer un nouveau emploi, donc il n'était pas disponible aujourd'hui. Mais on est très, très, très chanceux d'avoir avec nous 7 des officiels du tournoi. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Mathieu Soiré. Bonjour, Mathieu. Myriam Marcotte. Bonjour. Pierre-Luc Lausière. Bonjour. Yousri Rudolph. Bonjour. Gabriel Lemieux. Bonjour. Lies Arfa. Bonjour à tous. Et Philippe Pétez-Kézi. Bonjour tout le monde. Au cours des prochaines 2 heures, vous allez entendre ces officiels parler de leur expérience dans cet environnement étrange et unique. Ce groupe n'a jamais oublié qu'ils étaient chanceux d'avoir l'opportunité de rembarquer sur le terrain quand une grande partie du pays, et vraiment dans le monde, était fermée. En même temps, il est également important de reconnaître que les sacrifices qui ont été nécessaires pour assister à ce tournoi pendant une pandémie sont minimes par rapport aux sacrifices que les premières intervenantes et les professionnels de santé et même par ceux qui souffrent du virus. Mais avant de commencer, en regardant cette photo, Yousri, tu as l'air un peu différent. Il me semble qu'il y a quelque chose qui pousse sur ta face. Est-ce que c'est pour célébrer la fin de saison?
Ben, c'est un peu la fin de saison, mais c'est aussi pour le mois de novembre. Il y a des hommes qui poussent une moustache pour Movember. Puis le but pour ça, c'est de collecter de l'argent pour le cancer et le cancer de prostate et des affaires qui affectent les hommes. Alors moi, ça fait 10 ans que je fais ça et j'apprécie le support que l'Association canadienne de soccer m'a donné pour avoir la moustache aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas leur premier choix pour mon apparence, mais j'aime faire ça le mois de novembre. Ça fait 10 ans que je le fais, alors j'apprécie le fait qu'ils m'ont laissé garder ça pour aujourd'hui. C'est définitivement pour une bonne cause, mais c'est un look assez spécial. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, les dates de ce tournoi ont souvent changé et la décision des dates finales pour le tournoi était seulement prise 2 semaines avant que le tournoi commence. Alors, tous les arbitres ont dû rentrer immédiatement en quarantaine. En plus, comme j'ai dit, le tournoi a duré 43 jours. Pierre-Luc, en tant que père de famille, on voit ici votre petite famille. Est-ce que c'était difficile de prendre la décision d'y aller? Merci, Caroline, de poser la question. Mais tout d'abord, je dirais que c'était vraiment une discussion avec ma femme. Puis non, c'est pas une décision facile. Toutefois, malgré qu'on l'a su un petit peu tard durant l'été, on savait que les chances que ça vienne étaient là. Donc, c'est pas une discussion qui est arrivée à la dernière minute non plus. C'est une discussion qui était préparée. Puis, on avait déjà pesé les pour, les contre également. Puis, je savais que j'avais le soutien de la famille et également de la famille élargie, c'est-à-dire mes parents, les beaux-parents, pour qu'ils puissent donner également un coup de main à ma femme parce que 2 jeunes enfants en bas âge, ça peut être rock'n'roll une fois de temps en temps. Absolument. J'imagine qu'elle va recevoir un plus gros cadeau de Noël cette année à cause de ça. Je suis désolé, le son ne fonctionne pas bien, Caroline, mais peu importe ce que tu disais, probablement que oui. Parfait. Parfait. J'imagine que ta femme l'a entendu, par exemple. C'est super. Alors, Mathieu, toi, tu étais un arbitre de support qui était en attente en cas où une des arbitres ne pouvait pas y aller dans la bulle. Et tu devrais te mettre en quarantaine pendant les 2 semaines sans aucune garantie que tu y allais. Comment est-ce que cela a fonctionné et comment est-ce que tu t'es senti quand tu as finalement eu l'appel que tu allais y participer? Je te dirais, c'est une très bonne question. Il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à la date finale auquel que le tournoi aurait eu lieu. Plus que le tournoi, les dates étaient repoussées, plus que ça allait dans mon avantage. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté, moi, étant donné que j'avais une possibilité d'y aller, mais je suivais le groupe, malgré qu'il y avait cette incertitude-là, mais j'ai continué à faire ma préparation comme tout le monde. Et quand il est venu le temps de fixer les dates, puis que je n'avais pas ma place, mais que j'avais une place de stand-by, j'ai suivi les règles à la lettre comme tout le monde. Fait que j'ai diminué mes contacts sociaux, excusez-moi, avec les gens autour de moi. Et j'ai respecté à la lettre. C'est comme ça que j'en ai finalement abouti. Puis quand j'ai eu la réponse, ben, je pense que la réaction normale qui a été, ça a été le gros sourire, toute la joie qui est venue par la suite. Mais ce n'était pas évident avec le travail. J'étais chanceux à contrarie de Pierre-Luc, que lui a une famille, tout ça. Moi, au contraire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas rien. Fait que ce côté-là, c'était plus facile pour moi à gérer. J'avais juste vraiment mon emploi du temps à gérer de mon côté, m'assurer la disponibilité des congés, tout ça. Puis j'ai eu le plein support de mon employeur pour aller prendre part au tournoi. Super, super. Et évidemment, il y avait un peu de le voyagement et on parle un peu du distanciation sociale et de la quarantaine. Lies, parle-moi un peu du voyagement vers la bulle et des tests, comment est-ce que vous l'avez fait et est-ce que c'était stressant un peu les tests, le dépistage? Nous, en partant de Québec, il n'y avait pas d'équipe à Québec, donc on devait se rendre dans une ville qui a une équipe pour voyager, prendre l'avion en Élysée. Donc, on devait aller à Ottawa, mais pour pouvoir prendre cet avion en Élysée qui regroupait toutes les équipes de l'Est du Canada,
il fallait réussir un test de dépistage de la COVID qu'on a fait à Québec. Certains d'entre nous l'ont fait à Montréal également. Et c'est un test où est-ce qu'on se présentait dans une clinique privée, on prenait le test. C'était très agréable. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré. Par la suite, 24 heures, 48 heures plus tard, on a reçu les résultats. Et lorsque c'était clear, puis je pense qu'il n'y a pas eu de test négatif à travers le Canada pour ce qui est des arbitres, on devait s'isoler pendant une dizaine de jours pour préparer notre voyage. Nous, notre voyage de Québec, on est parti rejoindre Myriam à Laval. On a dormi là-bas pour ne pas faire un voyage d'un seul coup. Elle, puisqu'on avait le droit, puisqu'elle était dans la bulle avec nous. Et par la suite, on a pris l'avion Nolisé. Une fois rendu à Charlottetown, on avait un test à l'arrivée. On devait s'isoler le plus possible pendant 2 jours. Et lorsque le test s'avérait négatif, à ce moment-là, on pouvait vaquer un peu plus à la normale à nos activités. Mais sinon, à chaque semaine, on avait des tests. Je dirais, le test qui a été le plus stressant, si on veut, c'est celui tout de suite après l'avion, parce qu'on côtoie beaucoup de personnes. Le premier test qu'on a eu à Québec, on n'a pas eu trop de cas majeurs. C'est peut-être différent pour Montréal, mais le test le plus stressant, c'était le premier en arrivant, en sortant de l'avion. Mais par la suite, c'était pas si stressant, à part que c'était un peu désagréable. Oui, mais parce que si à l'île du Prince-Édouard, si vous avez eu un test positif, vous deviez s'isoler, puis après ça, se faire renvoyer chez vous. Exact. C'était le risque. On aurait dû s'isoler pendant 14 jours tout seul dans notre chambre d'hôtel et par la suite, ils nous auraient renvoyés chez nous. Donc, il y avait un risque, il y avait un stress, mais on ne le ressentait pas. C'est devenu une routine d'une certaine façon parce que la couverture, la protection de la bulle, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir, était quand même bien organisé par la Ligue à ce niveau-là. Donc, on n'avait pas peur de l'attraper. Parfait. Et tu n'avais pas le voyagement que Carly avait du Colombie-Britannique qui avait en auto pendant 8 heures, dormir dans son auto et un autre 10 heures d'avion pour se rendre. Alors, c'était peut-être un peu plus agréable que son voyagement. Exact. Elle, en plus, toute seule, etc. Donc, non, on a été chanceux sur ce niveau-là. Parfait. Et on parle souvent comme officiel qu'on doit être prêt pour quand une opportunité va se présenter et les portes s'ouvrent. Avec tous les changements de date et de disponibilité, 2 de nos arbitres assistants du programme NextGen ont pu participer au tournoi. Joe, qu'est-ce que c'est le programme NextGen et comment contribue-t-il au développement des arbitres canadiens? Oui, Caroline, NextGen, c'est un programme de développement qui a été mis en place par Canada Soccer depuis quelques années pour développer la prochaine génération des arbitres et des arbitres assistants pour le programme national. Alors, nous avons aujourd'hui 25 arbitres et arbitres assistants qui font partie du programme NextGen. Et on leur fournit une formation avancée et on leur donne des possibilités de coaching personnel. Ils assistent au camp national avec les arbitres nationaux, les arbitres et les arbitres assistants nationaux. Et le fait, c'est de les préparer pour le prochain niveau national, mais aussi, comme tu viens de le dire, Caroline, quand l'opportunité se présente, ils sont là et ils sont beaucoup plus préparés que s'ils ne faisaient pas partie de ce groupe. Alors, comme tu l'as dit, on visait avoir 16 arbitres et d'arbitres assistants de niveau national pour les Highland Games, mais comme bien sûr toutes les restrictions et toutes les exigences d'isolement et d'être dans la bulle pendant 6 semaines, c'était quand même difficile d'avoir avec des courts délais les 16 arbitres nationaux. Alors, l'opportunité s'est présentée et Michael Hood et Jason Olinsky, qui font partie de NextGen, ont pu saisir cette opportunité et faire partie des Highland Games. Super, c'est une excellente opportunité. Un tournoi comme ça au Canada,
ce n'est jamais passé au niveau professionnel. Alors, c'est super. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans le tournoi lui-même. Les exigences du COVID en matière de distanciation sociale signifiaient qu'il était très important de créer une structure en termes de coordination. Et Philippe, la bulle, comment est-ce que c'était vraiment la routine quotidienne? C'était quoi? Oui, ben en fait, comme tu le disais, Caroline, il y avait beaucoup de préoccupations en lien avec la sécurité de l'événement, ce qui a amené plein de préoccupations ou d'éléments qu'on devait considérer en matière d'horaire. Il fallait vraiment s'assurer que tout était rodé au quart de tour là, pour limiter les contacts physiques le plus possible entre les personnes, ce qui faisait qu'on avait un horaire, comme vous pouvez voir l'exemple ici, on avait un horaire qui était extrêmement chargé où tout était calculé. Donc, pour vous donner une petite idée pour les arbitres, nos journées commençaient toujours par un déjeuner qui avait lieu à 6h30 où on devait également avoir une prise de température. Ensuite de ça, on avait des entraînements sur le terrain à 8h. Ensuite, on revenait. La plupart d'entre nous, ceux qui devaient travailler, avaient du temps libre pour travailler. Ensuite de ça, il y avait des événements qui étaient variables en fonction des journées. Bien évidemment, on avait les repas. Mais vous pouvez ajouter à ça, on avait des séances, des moments où on pouvait accéder là, au gym ou à la piscine. On avait des séances, on avait des moments très précis dans l'horaire où on pouvait aller au service de buanderie. On avait des moments précis dans l'horaire où il y avait de l'entretien ménager qui était fait. Donc ça, c'était un peu avant le début du tournoi. Lorsqu'on a passé vraiment à la phase tournoi, on ajoutait là-dessus les matchs, évidemment, et on ajoutait aussi des traitements physiques, donc physiothérapie et autres. Donc, c'était un horaire très, très, très chargé, mais qui en même temps était facilitant pour nous parce qu'on savait toujours, dans un événement qui était aussi long, on savait toujours ce qu'on avait à faire, où on devait aller, comment on devait s'habiller. C'était aussi, cette routine est devenue aussi rassurante pour nous. Parfait. Et ouais, comme tu as dit, il y avait plusieurs d'entre vous qui travaillaient à distance pendant cet événement. Gabrielle, dis-moi à quel point c'était facile ou pas faire la balance entre les deux. Oui, c'est ça. En fait, là, moi, dans la vie, je suis architecte dans un bureau à Québec. Je ne pouvais pas prendre congé pendant 6 semaines. Donc, je devais faire du télétravail à l'île du Prince-Édouard. C'est sûr qu'à la base, j'ai dû avoir une autorisation de mes patrons pour partir 6 semaines puis faire du télétravail. Donc, leur support, c'est vraiment primordial. C'est des gens qui comprennent vraiment que l'arbitrage, c'est un aspect important dans ma vie. Puis, je veux juste les remercier, là, en général, là, même si c'est une saison régulière. Donc, c'est ça, la vie au travail au Québec continuait comme d'habitude. Puis moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel sur mon portable et mon téléphone à faire des appels. J'avais un projet qui était en chantier. Puis je devais négocier des montants d'argent au téléphone en regardant la vue de la baie de Charlottetown. Donc, c'est ça, je devais jumeler mon travail avec l'horaire des journées. Des fois, dans le jour, il y avait aussi la piscine, le physio, des repas qui n'étaient pas aux mêmes heures que le Québec. Donc, c'était vraiment un jeu d'horaire que j'ai réussi à faire pendant 6 semaines. Puis, c'est sûr que quand j'étais tannée d'être sur mon ordinateur, des fois, j'allais sur le patio à l'extérieur pour répondre à des courriels. C'est ça. J'ai peut-être pas été la meilleure employée pendant 6 semaines, mais j'ai fait mon possible. Super, non, c'est pas facile, ça c'est clair. Matt, on a une question qui vient de rentrer qui dit « Exerçant le même métier que toi, j'aimerais savoir comment tu parviens à concilier ton travail, l'arbitrage, support de ton employeur, etc. Est-ce que le Soccer Canada est indulgent, je vais le lire, avec ta réalité? » C'est une très bonne question. Donc, Simon, pour répondre à ta question, c'est pas évident, mais ce que je pourrais te dire, c'est déterminer c'est quoi tes priorités dans la vie. On a tant de choses qu'on voudrait faire dans la vie. On voudrait aller voyager, on voudrait aller faire d'autres activités, quoi que ce soit. L'arbitrage, pour moi, c'est quelque chose que je suis consacré depuis les 20 dernières années. Puis, quand tu arrives au niveau national, ça demande encore autant de discipline pour pouvoir accéder à l'autre niveau. Fait que vraiment, ma priorité, c'est ça. Mon entraînement, je l'adapte en fonction de l'arbitrage. Mes activités, je les adapte en fonction de ça. Et mes activités l'été, on sait tout que l'été, c'est des vacances pour tout le monde. On va avoir les 2 semaines de la construction, on va aller faire du camping. Mais pour un arbitre de haut niveau,
ben, la haute saison, c'est le mois de juillet ou septembre, c'est le gros de notre saison. Fait que je ne peux pas me permettre d'aller faire quelque chose d'autre. Au niveau du support de l'employeur, je suis très chanceux vraiment d'avoir des superviseurs qui me supportent justement dans mon sport, eux-mêmes des sportifs comprennent ma réalité. Fait que j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai eu quelques problèmes au début de ma carrière où que mon rôle était différent, donc j'avais pas autant de disponibilité. Et je remercie le comité national grandement et Isaac Raymond d'avoir été indulgent dans la situation, d'avoir cette compréhension-là pour me permettre de balancer les deux côtés. Parce que, veux pas, il faut comprendre, le côté de Santé Canada, ils ont un certain standard et une réalité qu'ils doivent respecter, mais mon emploi du temps aussi ont des certains standards et des fois, ça ne vient pas connecter. Fait que c'est de trouver le juste milieu. Des fois, je vais être obligé de manquer des événements, mais quand je suis là, je suis là à 100%. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ton emploi? Je suis policier à la Ville de Montréal. Parfait, parfait. C'est pas facile, ça, c'est sûr. Là, il y a sûrement eu plein d'autres choses. On a vu l'horaire. Alors, Mathieu, je te reviens là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu des formations quotidiennes sur le terrain? Comment étaient-elles quand vous êtes arrivés et quel était leur objectif au fil de l'événement? Ben, on a commencé ça vraiment, ça a été vraiment par phase, ça, comme je peux dire. Ça a été par phase et le tout était supervisé par, on a été chanceux depuis cette année, on a quelqu'un, un instructeur au niveau de la condition physique, préparateur physique qui est attitré à nous à temps plein, qui nous suivait à distance. Il s'appelle Kevin Wildfong. On est vraiment chanceux et content de l'avoir. Fait que, il y avait une préparation qui était faite conjointement avec le préparateur physique et les instructeurs qui étaient présents durant la bulle. Fait que la première phase, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plus, on était vraiment concentré sur la préparation physique. Vous devez comprendre, on est dans un environnement professionnel. Ces joueurs-là s'entraînent depuis plusieurs mois puis attendaient juste le go pour démarrer leur saison. Notre réalité en tant qu'arbitre, on a des enseignants, policiers, des gestionnaires, des avocats, architectes, je peux nommer d'autres, mais on a tout notre emploi du temps qui continue et on n'a pas nécessairement autant de temps que ces joueurs professionnels-là de se préparer autant. Donc, le premier cycle, les 2 premières semaines, je peux dire, c'était vraiment concentré match prep pour en arriver, s'assurer que notre capacité physique est au même niveau que les joueurs pour être capable de bien performer sur le terrain. Par la suite, on a été modifié, ça a été plus un aspect technique, où que là, après ça, les instructeurs, basés sur leurs observations, les faiblesses qu'ils ont constatées, mais on a vraiment adapté les entraînements de cette façon pour s'assurer qu'on revienne au niveau pour bien performer. Par la suite, la dernière phase, mais c'était plus un ajustement. Vous comprendrez que rendu au bout de la 4e semaine, après un mois d'activité, la charge de travail sur le corps était énorme. On devait s'assurer qu'on ne perd pas de personnes au courant du chemin, s'assurer que tout le monde soit en pleine forme physique. Fait que c'était vraiment adapté par rapport à notre niveau de fatigue. Quotidiennement, on devait remplir un formulaire pour évaluer notre niveau de fatigue, autant mental que physique, en plus de suivre justement les entraînements. Comme vous pouvez voir sur les photos, Philippe m'a mentionné plus tôt, il y avait des séances en gymnase. En plus d'avoir les entraînements le matin qui étaient sur le terrain, mais on avait des entraînements dans la salle d'entraînement. Pour certains, comme vous pouvez voir, comme Pierre-Luc, c'était son moment important pour lui. Vous voyez avec la belle photo, si heureux, tout ça, aux côtés de David. Mais non, c'était important pour pas que le corps nous lâche. Super. Et là, on va regarder quelques vidéos. On va regarder la première activité. Et Mathieu, après la vidéo, si tu peux me dire c'est quoi pommes et poires?
Comme vous avez pu voir sur le premier vidéo, on entendait le Joe dire pomme. L'autre instructeur disait poire. Et ça semble aussi banal comme exercice, mais c'était quand même un exercice très important et qui nous a grandement aidé durant le cheminement dans ça. Pour chasser la rouille du fait qu'on avait été si longtemps en inactivité, inactif dans la situation, c'était un bel exercice pour resynchroniser le travail entre l'arbitre assistant et l'arbitre. Et le fait de dire un mot, mais c'était juste une variante, juste pour mélanger, pour faire travailler notre cerveau pour devenir très, excusez-moi l'anglicisme, mais sharp. C'était juste pour mélanger un peu la donne parce que ça venait trop facile, mais là, on changeait les côtés, l'instructeur changeait l'orientation de son corps et on devait déterminer faute, pas faute, touche, pas touche. Et je peux vous dire, quand ils tournent leur corps, c'est très difficile à se rappeler c'est quelle main et tout ça et mettre notre tête dedans, la concentration, c'est très important. Alors, on va regarder la deuxième vidéo et pour moi, il me semble que c'est un exercice de concentration. Alors, parle-moi de ça après. Ça, un exercice bien simple qu'on fait souvent à l'école d'entraînement au Québec, quand on a des stages ensemble. C'est un exercice plus spécifique pour les arbitres. Dans le fond, c'est de déterminer, à garder en mémoire les patterns. C'est quand on dit faute avec persistance, mais capable de détecter ça. Donc, l'exercice, en quoi qu'elle consistait, l'exercice on devait se mémoriser le nombre de fois que le ballon tombait. Est-ce que, bon, exemple, moi, combien de fois je l'ai tombé? Après 2 fois, un carton jaune. À la 3e fois, c'est un carton rouge. Donc, c'était vraiment des petits exercices qui semblent bien banals, bien simples, mais qui amenaient tant d'importance une fois rendus sur le terrain. Et je pense que c'est important, tu l'avais dit, que c'est des exercices que tu as fait chez toi avec des arbitres provinciaux, régionaux, et c'est vraiment de le faire et de le refaire. C'est pas nécessairement qu'on fait quelque chose de très différent à un tournoi professionnel. C'est vraiment de mettre notre tête dedans, comme toi, tu l'avais dit, de se garder sharp et que ça devienne une habitude. Hein? Alors, c'est pas qu'on fait pas des choses complètement nouveaux quand on arrive à un tournoi de ce niveau-là. On n'est pas en train de réinventer la roue. Le plus simple que c'est, le mieux que c'est, puis c'est comme ça qu'on décolle par la suite. Exactement, super. Alors, Joe, je vais jouer le vidéo avant qu'on commence ici. Alors, on peut voir dans la vidéo, Joe, que tes talents en tant qu'attaquant laissent un peu à désirer. Mais en plus de ton obligation d'évaluer des matchs et d'organiser les sessions de formation à fur et à mesure du tournoi, tu devais aussi préparer et proposer des sessions sur le terrain qui étaient pertinentes pour aborder ce qui se passait dans les matchs. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi et Bob et Isaac ont fait ça? Merci, Caroline. Juste pour clarifier, ça, c'était mes pires tirs que j'ai eus. Celui qui les a mis dans la présentation, c'est pour gâcher ma réputation comme joueur. Mais en tout cas, en revenant à la question, c'est vrai, outre mon rôle comme évaluateur et instructeur, on analysait les performances dans les matchs chaque jour ou chaque quelques jours et les lacunes qui étaient observées. Il y avait beaucoup de positifs, mais toutes les lacunes qui étaient observées généralement comme des tendances, nous passions du temps la soirée pour concevoir les séances pratiques du jour suivant, pour essayer de les adresser, par exemple, pour les aborder, comme par exemple le travail d'équipe, si on veut améliorer la communication en utilisant le système de radio, on faisait, ou les communications avec le contact visuel, on concevait les séances pratiques pour aborder ces points-là.
Et j'imagine que c'était pas juste les arbitres qui devaient comme se repréparer pour le terrain, mais il y avait aussi les joueurs qui n'avaient pas joué pendant 6 à 8 mois. Donc, il y a sûrement eu des situations que toi, en tant qu'instructeur, fallait penser pour préparer les arbitres pour ces situations-là sur le terrain. Oui, bien sûr, absolument. On savait que tout le monde était rouillé. Joueurs, arbitre assistant. Alors, il fallait passer le temps avant toutes les séances de pratique, ainsi que les séances d'éducation dont on va parler plus tard en classe, c'était pratiquer de nouveau tous les concepts de base. Les concepts de base, parce qu'on savait qu'en étant rouillé, c'est pas parce qu'on l'a fait pendant des années que ça vient, il fallait être prêt. Et je pense que quand tu vas demander aux arbitres et arbitres assistants comment nous nous sommes préparés dans la semaine qui était avant le début des matchs, on les a fait travailler pas mal dur, mais c'était des concepts de base, ainsi que bien sûr la condition physique, mais tout s'entraîner, mais la condition physique a plusieurs volets. Alors, il y avait les volets qui étaient plus pour les matchs, la condition pour être sharp pendant les matchs. Alors, on a travaillé beaucoup là-dessus. Parfait. Oups. Évidemment, la performance sur le terrain, comme Joe a dit, est l'élément la plus importante pour un arbitre, mais sans une bonne compréhension des concepts et la capacité de s'auto-analyser correctement et les situations que vous voyez sur le terrain, il est très difficile d'avoir une performance de haut niveau. Donc, j'imagine que les sessions en classe étaient très importantes pendant ce tournoi-là. Alors, Yousry, en plus de la formation sur le terrain que Joe vient tout juste de nous parler, la formation en classe était également un élément très important de l'expérience du championnat. Alors, est-ce que tu peux me parler des séances d'éducation que vous avez faites pendant le tournoi? Ah oui, pas de problème. Mais il faut dire qu'on a commencé avec l'entraînement en salle de classe bien avant le tournoi. Comme les gens ont dit, on n'a pas arbitré depuis le mois de novembre 2019. Alors, Isaac, il a commencé à faire des webinars juste comme ça au mois d'avril, je crois, à chaque 2 semaines pour continuer d'apprendre, pour continuer de comprendre les concepts, puis un peu plus avancés. Puis même une petite affaire, mais il fallait avoir une session sur les lois du jeu, parce qu'au tournoi, on utilisait les lois du jeu 2020-2021. Alors, on n'a jamais arbitré avec ça. Alors, il fallait apprendre les nouvelles lois du jeu qu'on allait utiliser en quelques semaines. Mais quand on est arrivé, on a commencé avec de l'éducation à chaque soir. Puis c'était Joe et Bob, comme on voit dans la première photo, qui facilitaient ça. Puis ensuite, quand les matchs ont commencé, c'est nous autres, les arbitres, qui menaient l'éducation. Alors, comme tout le monde sait, comme arbitre, il faut analyser nos matchs. C'est pas assez de juste apprendre d'une personne ou d'avoir un évaluateur qui te dit qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Il faut apprendre nous-mêmes. Alors, c'est nous autres qui avons choisi des clips qu'on voulait montrer. C'est des affaires bonnes et des affaires mauvaises. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison dans la salle de classe. Le but, c'est d'avoir raison sur le terrain. Alors, il faut se mettre devant nos collègues, de faire des erreurs devant nos collègues, puis d'en parler pour en apprendre, pour s'améliorer. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a montré des clips que tout le monde pourrait en apprendre et ça nous a aidé quand on est arrivé sur le terrain parce que nos performances, dans mon opinion, puis je pense que c'est partagé avec Joe, puis Isaac et Bob, étaient de haute qualité. Absolument. Je pense que c'est un point très, très, très important que les sessions d'évaluation et de s'auto-analyse, c'est vraiment dans le but d'apprendre, pour partager avec vos collègues que si le prochain match, on ne refait pas la même erreur et juste d'apprendre comment faire des changements. Et on va regarder une vidéo ici et je crois que ça démontre
l'équipe qui est en train de s'auto-analyser? Et je crois comme Yusri, tu l'as dit, les décisions pendant ce tournoi étaient de très haut calibre et il n'y a pas eu plusieurs décisions qui ont affecté les matchs. Alors, évidemment, les séances d'entraînement sur le terrain et dans le classe ont vraiment ont bien soutenu les arbitres. Alors, Caroline, je ne suis pas un expert en hors-jeu, mais je crois dans le vidéo-là que Gabriel a eu la bonne décision parce que tout le monde commençait à applaudir. Alors, félicitations, Gabriel, tu as eu la bonne décision. Mais oui, ce n'est pas juste de montrer les erreurs, c'est de montrer nos succès aussi. Mais il faut avoir quelque chose pour apprendre. Alors, la raison, ce n'est pas juste de dire « Ah oui, regarde, c'est un carton jaune, puis j'ai montré le carton jaune. » C'est pourquoi c'est un carton jaune? C'était quoi les options? Et pourquoi on a choisi carton jaune et pourquoi c'est la bonne réponse. Il faut avoir quelque chose pour apprendre avec un clip, même si c'est quelque chose qu'on a bien fait. Absolument, de bien comprendre les concepts, parce que quand on dit toujours, Joe peut peut-être en parler en tant qu'instructeur, on dit toujours, on ne va pas revoir le même clip une deuxième fois sur le terrain. Alors, on doit vraiment apprendre les concepts et comment on peut l'intégrer sur le terrain en tant qu'arbitre. Alors, je pense que c'est ça que tu es en train d'expliquer aujourd'hui. Et là, évidemment, je vais peut-être juste jouer la vidéo avant de poser quelques questions ou de parler de cette section-là. Alors, je vais juste... OK, so en anglais, on dit « don't quit your day job ». Mais alors, on est peut-être tous sourds maintenant, mais Lies, est-ce que tu peux nous parler un peu de certaines choses que vous avez fait pour relâcher un peu de pression pendant le tournoi et parce que vous étiez aussi dans la bulle? Oui, la première chose que je dirais, c'est que je n'étais pas là à cette je sais même pas comment l'appeler en fait, là, Myriam, tu m'expliqueras un jour. Mais j'étais content d'être pas là. On était déjà partis, moi et Pierre-Luc, donc je suis content d'avoir raté cette torture. Mais sinon, dans un tournoi comme celui-là, c'est important de s'assurer de relaxer, de trouver des périodes pour penser à autre chose qu'à l'arbitrage, penser à autre chose qu'à nos matchs et libérer un peu notre esprit pour rester en forme, rester mentalement sharp sur toute la durée. Donc, on a organisé différentes activités. Il y avait un comité social, si on peut l'appeler comme ça, qui se chargeait d'organiser chaque dimanche, chaque soir, des événements dans lesquels tout le monde participait pour un peu changer l'esprit. On a aussi pris tous les jours, on allait des fois sur le patio, profiter du soleil, penser à autre chose. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas le faire comme dans un tournoi normal. Par exemple, si vous allez aux Jeux du Québec, vous pouvez vous promener dans la ville, etc. Vous faites un peu ce que vous voulez. Ici, on était vraiment cantonnés à l'hôtel. On ne pouvait pas sortir et il fallait trouver des façons de s'amuser, penser à autre chose. Sinon, l'ennui, le stress allait nous gruger. Donc, c'est ça. On allait sur le patio,
Il y avait des tournois de FIFA que j'ai gagnés haut la main à chaque fois, même si certains diront le contraire. Mais bon. Puis sinon, on profitait aussi de la piscine. On avait un accès à la piscine et c'était important. Il y avait des tournois de Uno aussi. Je pense qu'on va voir un clip tout à l'heure. Certaines personnes trichaient là-dessus. Ça, je le maintiens. Mais bon, et donc, c'était important. C'était même nécessaire justement pour penser à autre chose et maintenir notre niveau de performance parce que si on est fatigué mentalement, ben, on va être plus apte, on sera plus à risque de faire des erreurs. Absolument. Et là, Pierre-Luc, on va voir une vidéo des matchs de football-tennis qui sont devenus assez compétitifs. Alors, après la vidéo, parle-moi un peu de ça. Oui, dans le fond, je commençais en disant un petit peu comme Joe a dit tantôt par rapport à ses tirs au but. Ils ont juste montré les fois que ça a été moins bien. Parce que moi, j'ai vu Joe, puis honnêtement, il était tout le temps en train de scorer des buts. Ben moi, c'est un petit peu pareil. Là-dessus, on voit la fois que j'ai perdu. Donc, c'est certain que c'est plate un petit peu qu'ils montrent cette vidéo-là. Mais bon, en tout cas, c'est pas les faits, c'est pas ça qui est arrivé. Mais pour répondre à la question, ces tournois-là étaient vraiment... Premièrement, on en faisait, je te dirais, presque à chaque fin d'entraînement le matin. Puis un peu comme Yes a dit, ça n'était nécessaire. C'est un petit peu comme un peu la série sur le Sunday. On va s'entraîner, c'est tôt le matin, on finit avec ça. Puis oui, ça tombait vraiment compétitif. Puis d'ailleurs, je m'en voudrais vraiment, Caroline, de ne pas t'expliquer le tournoi qui a été consacré. Il y a un entraînement qui a eu un tournoi consacré au foot tennis. Puis ce tournoi-là, le comité social, c'est vraiment fait un beau travail organisé, là, un bracket, donc une liste PG au hasard qui t'allait jouer, donc performer du 2 contre 2. Puis, juste pour montrer le côté compétitif de la chose, j'étais en équipe avec M. Michael Hood. Puis, avec une facilité assez déconcertante, on s'est ramassé en finale. Donc, la finale, on a décidé de faire un match de 10 au lieu des matchs de 5. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait être plus compliqué de ce côté-là. Mais une fois qu'on était rendu à 6-0, et soudainement, ils ont décidé que d'un côté, Pierre-Luc, puis de l'autre côté, Philippe Ducic, qui était un contre l'autre, ils voulaient que les deux ne gagnent pas. Parce qu'en fait, ils ont jumelé ensemble. Donc, le 6-0 est tombé 6-0 pour moi, Philippe Ducic. Mais soudainement, les comptes de notre côté se sont agrandis. Les règles ont été modifiées. Puis bizarrement, on a perdu 10-6 ce match-là. Mais encore maintenant, il y a des preuves vidéo, mais on ne peut pas me les montrer. Mais ce petit côté compétitif-là, le petit côté compétitif qui a eu lieu pendant ce tournoi, mais encore une fois, on en rit beaucoup, mais c'était tellement des petits moments comme ceux-là, comme que vous venez de voir aussi là, avec la vidéo, qui font en sorte que ça mettait des conversations un peu différentes dans notre journée. On en riait, on en parlait pendant 1, 2, 3 jours dans mon cas, pendant 3 mois. Mais pour certains, c'était plus court un petit peu. Je vois plusieurs de tes collègues qui veulent cliquer le unmute pour peut-être parler un peu de cette histoire-là, mais on va te laisser en Merci, tant que champion du... Dans ses rêves. Merci, Caroline. Mais c'est sûr que, comme Lies, toi, tu le dis, hein, de changer les idées un peu parce qu'on peut vraiment devenir, dans un tournoi comme ça, vraiment focus sur le soccer, mais se changer les idées pour mieux avoir le focus après. Et je pense, Lies, toi, tu as parlé un peu du tournoi de Uno. Alors, je pense qu'on doit le mentionner qu'il y avait les jeux Uno qui se déroulaient en même temps que les matchs de soccer. Un beau jeu facile que tout le monde peut jouer. Même ma nièce de 6 ans, c'est son meilleur game. Mais Joe, c'est qui a fini par être le champion? Et Lies dit qu'il y a des collègues qui trichaient. Est-ce qu'il y avait du monde qui trichait dans les matchs de Uno? Moi, je ne me souviens pas de tricherie, mais je me souviens que Lies, tout le monde voulait le Uno. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Uno, il y a des cartes où qu'on peut choisir de faire la personne après toi à perdre, en lui donnant beaucoup d'autres cartes. Alors, je pense que
l'IS s'est trouvé dans une situation où tout le monde voulait qu'il perde. Je pense après un bon start, un bon début de lui, il s'est terminé. Mais non, c'était des différents champions chaque jour, mais peut-être on peut parler des personnes qui n'ont jamais gagné l'IS. Peut-être tu peux te souvenir de ça. Oui, je pense qu'on va regarder cette vidéo-là, mais j'ai entendu que Mathieu a gagné aucun match tout le long de ce tournoi-là. Alors, PL, j'imagine qu'il y avait plusieurs matchs, alors je ne sais pas pourquoi Mathieu n'a pas réussi à gagner un match, mais je vais montrer la vidéo, puis après ça, explique-moi nous ça. Non, dans le fond, un petit peu comme ça a été dit par Joe, les tournois Uno, c'était un happening, honnêtement. Puis côté Mathieu, écoute, Mathieu, tu peux ouvrir ton micro, tu peux dire ce que tu veux, ça ne me dérange vraiment pas, mais ce côté-là, je pense que tout le monde va être d'accord que c'était épouvantable, deux choses. Comment il perdait tout le temps. Et la deuxième chose, à quel point que c'était long avant qu'il joue ses cartes. Vous pouvez le voir rire en ce moment, mais c'est juste vrai. Quand on jouait avec Mathieu, c'est comme, OK, il y avait une vitesse, on jouait tout le monde, ça arrivait à lui. Ah, c'était à moi. Ben oui, c'était à toi, Matt. Mais il perdait tout le temps. Ça n'était rendu un running gag, pour être Moi, franc. j'avais tellement une main pourrite que je devais analyser et suranalyser la situation pour essayer de trouver un moyen de gagner. J'ai commencé à gagner une fois que Pierre-Luc a quitté la table. C'est pas arrivé souvent. Parfait, parfait. Alors, 43 jours passés dans un environnement très stressant ont évidemment des conséquences néfastes sur votre bien-être émotionnel et mental. Alors, le soutien de votre famille, de vos amis devient de plus en plus critique. Alors, PL, Pierre-Luc, comment est-ce que c'était d'être loin de ta famille et de tes amis pendant si longtemps et comment est-ce que vous avez géré ça? Tout d'abord, je n'ai pas vraiment d'amis dans la vie. J'ai juste l'IS, puis il était déjà présent là-bas. Donc, je pouvais juste donner des volets à FIFA continuellement. Donc, là-dessus, je pouvais bien me sentir. Mais, mis à part ça, je dirais que le côté ami, je dirais, dans la dernière année depuis mars, avec la pandémie, le côté social était déjà relativement très restreint. Donc, côté ami, j'avais quand même beaucoup d'amis déjà dans la bulle qui étaient là. Donc, du côté-là, même que c'était le fun, parce que j'avais la chance d'en voir plus souvent. Mais côté famille, je ne mentirais pas, c'était pas un côté évident. Par contre, avant de partir là-bas, j'avais parlé à plusieurs arbitres qui ont connu, exemple, Michel Paille, qui est allée à la Coupe du Monde, puis elle a 3 jeunes enfants également. J'avais parlé à Joe Fletcher aussi, lorsqu'il allait dans les Coupes du Monde, tout ça. Puis un conseil qu'il m'a donné, que j'ai appliqué là-bas, j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est premièrement de FaceTime. Donc, FaceTime, c'est à tous les jours, ça, c'est garanti. Puis l'heure de décalage aidait pour moi, qui est au Québec versus l'Est du Canada. Donc, ça me donnait une possibilité là, d'appeler à des heures plus convenables. Puis ce que je faisais, c'est que j'ai amené des petits livres de mes enfants, puis je lisais l'histoire le soir avant qu'ils se couchent. Donc, je lisais via FaceTime, mais au moins, ça faisait en sorte que je gardais une petite touche. Puis pour être franc, les enfants ont une capacité d'adaptation assez incroyable. On m'a emmené, c'était pas long devant FaceTime, puis ils voulaient juste partir faire d'autres choses. Papa, OK, on t'a vu, on t'a dit salut, je t'aime, c'était terminé. Fait que je pense que c'est plus dur pour toi qui est l'autre côté que pour eux autres. Mais c'était le côté un petit peu plus difficile là-dessus, mais on s'aidait avec les médias, pas les médias sociaux, mais plutôt les FaceTime, ces choses-là. Oui, et j'imagine aussi, Gabriel, que les autres arbitres sont devenus un peu comme votre famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de le soutien des collègues pendant un tournoi comme ça? Oui, en fait, ça va être un thème récurrent, là, je pense, au cours de toute la présentation, mais l'équipe d'arbitres, c'est devenu une famille là, au courant du tournoi. On était toujours ensemble, on mangeait ensemble, on faisait des entraînements ensemble, on faisait tout ensemble. Donc, puis aussi, je dois dire que ça est devenu finalement notre force. C'est devenu un facteur qui a fait qu'on est devenu une équipe soudée, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Puis je pense que c'est un des facteurs de réussite aussi de ce tournoi-là au niveau de l'arbitrage. Je me souviens autant là, qu'on a fait des rencontres, là, beaucoup d'introspection sur nos bons, nos mauvais côtés en tant qu'équipe d'arbitre, que quand justement on sortait à la plage, qu'on va parler tantôt, puis on pouvait relaxer, puis lâcher plus notre fou. Puis c'est sûr que même moi, au niveau individuel, je connaissais pas nécessairement tous les arbitres. Il y a des gens que je voyais une fois de temps en temps, une fois par année.
Puis ça m'a permis d'apprendre à les connaître. C'est ça, c'est vraiment été le support pendant les 6 semaines, là, les autres arbitres. Je me souviens que j'ai eu des grosses conversations avec Pierre-Luc sur la mezzanine. Lies, on a parlé beaucoup sur le patio. Myriam, on était allés souvent dans nos chambres respectives là, pour jaser. Fait que, je veux dire, c'est crucial là, qu'on ait cette relation-là entre nous. Là. On est vraiment dans ce tournoi le 9e équipe. Hein? On est vraiment, on est toujours ensemble et on doit se supporter pour performer sur le terrain. Alors, Gabrielle, tu as déjà parlé un peu de ça, mais de toute évidence, lorsqu'on rentre dans une bulle, on s'attend qu'on reste dans la bulle en tout temps. Mais est-ce que ça, c'était vraiment le cas à l'île du Prince-Édouard ou est-ce que vous avez pu contourner un peu le problème pour ne pas devenir complètement fou? Là, on voit des photos à l'extérieur de la bulle. Donc, oui, on a eu accès après plusieurs semaines là, que la situation au niveau COVID, tout ça, ça s'est réglé un peu puis qu'on était assez safe. Là. On a eu le droit d'aller une fois à la plage. Donc, on est rentré dans l'auto. Tous les gens, on avait 3 véhicules puis on est parti à la plage. On est sorti. On a profité un peu de notre journée. On venait plus se baigner dans l'océan Atlantique qu'en septembre. Puis il faisait froid. puis c'est ça, après on est rentré dans l'auto, on est reparti dans la bulle, puis on a aussi pu faire une randonnée. Donc on a pris une photo aussi dans cette randonnée-là, mais c'était vraiment des sorties, on part en voiture, on sort là, on fait nos petites choses toutes seules, isolées, puis après ça, on revient à l'hôtel. Là. Ça ressemblait un peu à ça. Oui, au moins, dans la photo pendant la randonnée, vous n'êtes pas... on ne peut pas vous manquer sur la plage. C'est pas nécessairement la vestimentaire normale de la plage. Alors... c'est Myriam, c'est le code vestimentaire de Myriam. Myriam, oui. Alors, Philippe... Parle-nous un peu du support local, parce qu'à l'île du Prince-Édouard, il y avait vraiment un bon support local et c'était très important. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, absolument, Caroline. On parle de la famille de l'arbitrage, puis tous ceux qui ont pratiqué l'arbitrage pendant un long moment au niveau national, on sait qu'à chaque fois qu'on se déplace, peu importe où on est au Canada, il y a toujours une famille de l'arbitrage local. Il y a toujours des gens qui sont là et qui ont l'arbitrage à cœur dans toutes les communautés où on se déplace pour nos tournois. C'était le cas également à Charlottetown. On voit la photo ici, là, Jim et Yann, qui font partie de l'organisation de l'arbitrage à Charlottetown, étaient notre contact là-bas, ont été notre liaison parce qu'on s'est vite rendu compte que c'était impossible d'avoir tout ce qu'on avait besoin pour vivre 6 semaines. Même si on a eu le droit d'avoir plus de bagages que, disons, des vols réguliers, rapidement, il nous manquait des éléments qu'on a eu besoin. Donc, à chaque semaine, il y avait une liste qui se créait de commissions à faire, si vous voulez. Et c'est ces gens-là qui faisaient les commissions pour nous et qui nous apportaient des choses à l'intérieur afin qu'on augmente, disons, notre qualité de vie dans la bulle. Ça allait autant de produits de pharmacie que des choses à manger, tout simplement. Là. Donc, ça allait un peu dans toutes les directions. Mais ce support-là a été vraiment important pour, comme je disais, augmenter, disons, l'agrément durant notre voyage. L'autre aspect que je voulais également aborder au niveau du support, c'est aussi le support qu'on recevait de membres de la communauté de l'arbitrage, mais à l'extérieur, donc de l'île du Prince-Édouard. J'aimerais surtout souligner, on a eu, juste quand on est arrivé là-bas, on a eu un webinaire avec Dave Gantar et Michael Barwigan, qui sont 2 arbitres internationaux. Et ces gens-là ont eu la chance de participer au tournoi MLS is Back, qui avait eu lieu précédemment. Donc, ils avaient l'expérience d'avoir arbitré dans une bulle avant nous, d'avoir connu les matchs, d'avoir connu c'était quoi vivre dans une bulle aussi longtemps. Alors, on a pu échanger avec eux, puis ça a été également très, très apprécié qu'ils puissent venir partager l'expérience qu'ils ont eue à Orlando avec le tournoi de la MLS. On a aussi eu la chance d'avoir Joe Fletcher qui est venu s'adresser à nous pour surtout parler aux arbitres assistants sur comment performer sur du long terme, parce qu'on va en parler plus tard, mais la charge pour les arbitres assistants était assez élevée en termes de nombre de matchs. Alors, Joe Fletcher est venu nous donner, avec toute son expérience d'ancien arbitre FIFA, plusieurs Coupes du Monde, est venu nous parler pour nous donner des conseils sur comment gérer ça puis comment maximiser nos performances dans un contexte qui n'était pas toujours idéal.
Non, c'est pas facile, hein. Sans spectateurs, c'est une situation très différente. Et j'ai pris des petites notes et dans mes notes, ça dit que la première fois que vous avez vraiment sorti de la bulle, c'était après 27 jours dans le tournoi. Alors, c'était quand même un bon petit peu de temps dans la bulle. Alors, j'imagine que votre voyage à la plage était vraiment, vous vous sentiez presque comme sortir d'un petit prison un peu parce que vous étiez tellement là. Et j'ai aussi des notes qui disent que Jim et Ian avaient vraiment, c'était pas juste les nécessités, mais aussi les petits friandises, du chocolat, des choses comme ça pour garder votre santé mentale. Alors, c'est super important. Et comme vous le dites, hein, on est vraiment une famille, et pas juste une famille dans le tournoi, mais partout à travers le Canada qui vous ont supporté pendant ce tournoi. Alors, ça, c'est très important. Alors, on doit vraiment parler un petit peu de la nourriture. On peut penser à l'hôtel. Vous avez mangé à l'hôtel pendant 40 jours. Si on prend 3 repas par jour, c'est à peu près 120 fois manger à l'hôtel. Moi, j'ai déjà vécu ça et même avec la nourriture à 5 étoiles, ça devient un peu répétitif. Alors, comment avez-vous géré ça? Est-ce que vous avez pu avoir un peu de variété, Mathieu? OK, excusez-moi, j'ai un problème avec le micro. Par cette expérience-là, je vous dirais, au bout de 40 jours, effectivement, la nourriture devient redondante. On avait quand même une certaine nourriture de qualité, tout ça, mais on a dû l'adapter au fil du cours. Et plus qu'on avançait, mais manger les mêmes choses, ça devenait un peu plat. Et comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, moi et mon collègue Stéphane de la compagnie britannique, mais on avait des barbecues organisés. Dans le fond, le staff de l'hôtel nous mettait à notre disposition justement là, de la nourriture et des barbecues pour qu'on puisse avoir quelque chose de différent. Et on a parlé comment s'impliquer ou comment avoir changé les idées. Plusieurs d'entre nous avaient un emploi du temps assez chargé. Moi, j'avais ce luxe-là de, à part performer et me concentrer sur la compétition, je n'avais pas d'autres sources de stress extérieures. Fait c'était la même chose aussi pour Stéphane. Donc, participer à faire le barbecue et cuisiner pour tout le monde. Mais pour moi, de mon côté, c'était une façon de comme un peu m'enlever la tête de cette compétition-là, puis juste faire quelque chose d'autre. Et vraiment, les gens, je pense que ça a été bien reconnu par mes pairs. La nourriture qu'on voit sur la première photo, où on voit Gabriel, Philippe, Sean, Juan et Bob, ça, c'est plus vers la fin du tournoi. Là, à la fin du tournoi, dans les derniers jours, quand c'était le groupe final qui allait rester pour la finale, il y avait, je pense qu'ils ont eu l'opportunité là, de justement là, avoir une cuisine différente. Et si je ne me trompe pas, corrigez-moi, là, pour le groupe qui est dernier, est-ce que vous aviez un chef attitré là, à la fin là, pour faire un bon déjeuner, quoi que ce soit? Là, je pense que c'était le petit cadeau là, qu'il y avait pour avoir resté jusqu'à la fin. Parfait, on va regarder une vidéo ici et si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi. C'est un peu, ça a l'air un peu incognito. Je sais pas, on peut presque pas, on peut voir Isaac, mais on peut pas voir l'autre personne. Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe ici? Oui, en fait, c'était moi, cette deuxième personne mystère. Donc, avec le masque, c'est un peu difficile à voir. Mais effectivement, là, c'était une soirée où est-ce que on était un petit peu tanné de la répétition, comme Mathieu l'a dit. C'était pas la bouffe en tant que telle, mais c'était le fait d'être répétitif. Et on s'est laissé aller à commander une pizza pour ajouter un petit peu plus de saveurs différentes là, cette soirée-là. Oh, parfait, oui. Et après, j'imagine qu'après 20-25 jours que la pizza, ça fait du bien, absolument. Et oui, là, on est rendu, on a beaucoup parlé, mais oui, il y avait des matchs pendant ce tournoi-là et les performances ont été très bonnes. On avait parlé un peu de ça. L'IS, comme un arbitre assistant national très expérimenté, vous avez eu nombreux matchs dans la Ligue, dans la CPL la saison dernière. L'expérience de cette année dans la bulle était-elle différente que l'année précédente?
C'est certain que c'était différent. Juste le nombre de matchs comme arbitre assistant qu'on était appelé à faire en très peu de temps était assez impressionnant, là. Moi, pour ma part, je suis resté 1 mois, 30 jours et j'ai fait 9 matchs, là. C'est pas mal, pas loin de ce que j'ai fait toute la saison passée, étalé sur plusieurs mois, là. Donc, c'est une réalité complètement différente. Puis pour ça, on ne peut pas ne pas arriver préparé. Donc, la préparation à ce genre d'événement était différente. Il fallait arriver avec un plan de match, il fallait arriver en forme physiquement, mentalement, il fallait visualiser puis s'assurer qu'on allait tenir le coup durant toute la durée. Et donc, c'est ça, l'aspect physique. Par rapport aux autres événements, j'ai axé beaucoup mon approche sur la récupération pour être sûr d'être capable d'arbitrer 2-3 jours plus tard, parce que c'était à peu près 3-4 jours, c'était à peu près la moyenne là, pour les arbitrations. Les arbitres aussi avaient des plus courtes durées de récupération. Il fallait adapter, s'assurer d'écouter notre corps pour être prêt. L'aspect mental était aussi différent parce que d'habitude, on a un match, mentalement, on peut récupérer, mais là, on n'a pas cette option. Et il fallait rapidement se remettre dans le match. Si on faisait une erreur, par exemple, 2-3 jours plus tard, il fallait arbitrer un autre match et oublier cette erreur, se concentrer sur ce prochain match, visualiser le tout. La cohabitation avec les joueurs, parce que d'habitude, lorsqu'on va à des championnats canadiens ou même des matchs de ligue, on n'est pas dans le même hôtel que les joueurs, mais là, dès qu'on prend l'ascenseur, il y a des joueurs qu'on venait d'arbitrer en tant que tel. Les joueurs ont été très professionnels, mais il fallait adapter notre comportement aussi à cet aspect-là, puis anticiper toute problématique. Et donc, c'est ça, il fallait arriver avec un plan de match, mais il fallait adapter au fur et à mesure que le tournoi se déroulait, ce plan de match sur les aspects physiques, mentaux et sociaux, si on veut, et chercher aussi des appuis auprès de nos arbitres après nos performances, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Puis de cette façon, je pense qu'on peut s'assurer de performer avec ça à chaque match. Il ne faut pas oublier qu'au niveau professionnel, on s'attend à ce qu'on performe à chaque match, qu'on donne notre maximum. Et donc, il fallait mettre en place la structure et qui nous permettrait de performer dans le fond. Oui, c'est définitivement quelque chose de différent, être dans le même hôtel que les équipes ou de revoir des équipes comme tu l'avais dit. Si tu fais une erreur, là, tu revois l'équipe plus tôt, tu sais, tu vas les revoir probablement 1 ou 2 fois dans le tournoi encore. Alors, c'est pas facile. Ou dans l'ascenseur qui est encore plus difficile quand tu es dans l'ascenseur. Alors, c'est pas facile. Je vois une question dans le chat qui demande comment on rebondit à part la relaxation. Et ça c'est une réalité qui existe tout le temps. Il faut penser positivement, penser au prochain match, oublier nos erreurs. Et les meilleurs arbitres, ceux qui performent le plus, mais ils sont capables d'accepter l'erreur, analyser ce qu'ils peuvent améliorer, quel enseignement peuvent tirer de cette erreur-là et par la suite l'appliquer dans le prochain match, puis oublier l'erreur. C'est la même chose pendant le match. Si on fait une erreur, ça ne sert à rien d'y penser pendant 5-10 minutes. On va juste être plus à risque à faire une autre erreur. Parfait. Et on avait parlé un peu de ça, on avait vu dans la vidéo, Gabriel, un petit oiseau m'a dit que tes performances sont devenues de mieux en mieux tout le long du tournoi. Alors, votre préparation, premièrement, était-il différent à l'intérieur de la bulle qu'à l'extérieur? Et est-ce que vous avez peut-être senti un peu plus à l'aise à fur et à mesure que le tournoi s'avançait? Oui, c'est certain, là, c'est pas faux cette affirmation-là. Moi, j'étais à ma 2e année nationale, donc l'année dernière, ça avait été ma première année expérience pro. J'avais fait quelques matchs en USL, quelques matchs en CPL. Donc, j'allais à l'île du Prince-Édouard, j'avais pas un bagage immense d'expérience sur des matchs de ce niveau-là. Puis ça, bien humblement, là, j'étais pas encore confortable sur ces matchs de ce niveau-là.
Puis il fallait qu'on commence directement, puis les matchs s'enchaînaient, là. J'ai fait 11 matchs en tout là-bas, puis je pense que j'aurais fait ça au courant de toute une année si ça avait été une saison régulière. Donc, c'est ça. Les premiers matchs, ça a été difficile. Le niveau de vitesse, c'était rapide. Je veux dire, il fallait que je me mette tout de suite au niveau. La communication avec les arbitres, je pense que c'est là que ça a été dans le tournoi, c'est là que je me suis complètement améliorée parce qu'on pouvait tout de suite, après le match, on restait avec notre équipe d'arbitres pendant toutes les semaines. Donc, on pouvait discuter de plein de situations parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est souvent on retourne chez nous. Si on veut discuter, il faut s'appeler, il faut discuter par message et tout. Donc, on a peut-être moins accès à ce type de feedback là, après les matchs comme on avait là-bas. Fait que c'est ça. En fait, le tournoi, pour moi, ça a été vraiment de l'adaptation puis l'apprentissage rapide de toutes mes erreurs, peut-être que j'ai pu faire pour m'améliorer le plus rapidement possible. Donc, ça a été comme un processus accéléré dans le contexte. Puis, c'est sûr que ça m'a permis de m'améliorer. Là. Je pense qu'à la fin, j'ai resté jusqu'à la fin du tournoi, donc ça a dû bien été à la fin. Wow, 9 et 11 matchs, moi j'ai mal aux jambes et aux hanches juste de vous entendre parler de ce nombre de matchs. PL, j'ai regardé une coupe de matchs et il y avait beaucoup de décisions incroyables pendant ce tournoi-là. À quel point est-ce que c'est important d'avoir une équipe solide qui joue à l'intérieur et à l'extérieur d'un tournoi comme celui-là? C'est vrai, Caroline, là, qu'il y a eu plusieurs grosses décisions dans le travail d'équipe principalement. J'ai des séquences qui me viennent en tête là, assez rapidement. Là. Moi, dès mon premier match, j'étais 4e officiel, puis il y a une situation de péno qui est arrivée avec Myriam et Lies sur ce match-là. Il y a eu un gros travail d'équipe ensemble. La bonne décision a été prise, qui était un penalty. Donc, on a bien repris le jeu. C'était vraiment ensemble. Puis, on vient de parler, Lies a parlé, Gabriel a parlé, début de tournoi, tout le monde. Comme j'ai dit, c'était le premier match. Je veux dire, les équipes sont arrivées à 100 000 à l'heure, mais nous, après 20 minutes d'édition de pénaux tout de suite, qui arrive de même, il faut être réveillé. Donc, ça, c'est une séquence qui me revient en tête. J'ai également une séquence que je pense que j'étais peut-être 4e ou juste devant la télévision, in and out, là, vraiment une fois qui arrive, surface de réparation, un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. Finalement, encore une fois, là, Lies sur ce match-là. Pourquoi je fais l'emphase? Mon point va suivre. Donc, Lies communique avec l'arbitre. Hey, moi, je pense que c'est in. Il était mieux placé peut-être que l'arbitre là-dessus. Finalement, il change la décision de coup franc à l'extérieur pour un penalty. Et c'était la bonne décision. Et pourquoi je prends la peine de mettre l'emphase là-dessus? C'est que avec un arbitre d'expérience, comme on vient de parler, ça construit une crédibilité. Puis la crédibilité, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est que les gens ont confiance de poser ces questions-là et de comprendre c'est quoi le processus mental qui a été pris pour arriver à ces bonnes réponses-là rapidement comme ça. On parle là, vraiment d'une décision comme dans les 20 premières minutes du tournoi, qui est un péno, et on parle d'une décision in and out qui est vraiment comme fraction de seconde, vraiment difficile à prendre. Puis la différence entre un arbitre avec moins d'expérience, qui est quand même un arbitre au niveau professionnel, puis un peu d'expérience, souvent les deux vont avoir la même décision et qui vont avoir la bonne décision. Souvent, c'est la vitesse à laquelle l'information va venir. Et donc, oui, la vitesse à laquelle l'information va venir, c'est souvent un des aspects qui va jouer. Puis ça crée des bonnes conversations, un petit peu comme Yousri disait tantôt, lorsqu'on faisait nos rencontres le soir, collectives, et qu'on pouvait se parler de nos vidéoclips, de ce qui est arrivé dans les matchs. C'est le genre de choses qu'on discutait ensemble. Donc, et on se rendait meilleur comme ça. Je pense que le travail d'équipe va être abordé un petit peu plus tard également par d'autres personnes. Mais tout ça pour dire que oui, il y a eu plusieurs bonnes décisions. Puis ces bonnes décisions-là, tu construis dessus une à la suite de l'autre. Parfait. Alors, Joe, l'une des choses qui a joué un rôle important pendant l'événement était le mouvement Black Lives Matter qui se déroulait partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de ce mouvement et comment ça s'est déroulé pendant l'événement? Oui, bien sûr, Caroline. À peu près en même temps que les Jeux de Lille, il y avait quand même quelques brutalités et injustices observées autour de nous. Alors, les joueurs, c'était une initiative que les joueurs de la CPL voulaient prendre une certaine initiative. Ils ont reconnu l'utilité de prendre une position vis-à-vis les enjeux sociaux qui se déroulent à travers le monde.
et ils voulaient faire quelque chose là-dessus. Alors, ils ont parlé à la Ligue et nous, comme l'Association canadienne de soccer, nous sommes des partenaires avec la Ligue. La Ligue nous a demandé, ils ont dit les joueurs veulent faire quelque chose pour exprimer leur solidarité, pour prendre une certaine position et combattre certaines injustices sociales dans le monde. Alors, nous avons travaillé avec la Ligue, nous avons dit oui, on va supporter cette initiative. Et comme vous allez voir, nous avons choisi un match et pendant un certain temps, on a travaillé dans l'esprit de jeu. Je ne sais pas si vous avez expliqué, mais ce match-là, c'est un match que vous allez présenter. On a eu tout le monde, tous les joueurs autour du terrain, toutes les cadres, les effectifs de la Ligue, tout le monde ont porté Black Lives Matter autour du terrain. Et puis, pendant 8h46 secondes, on a arrêté après, tout le monde a pris 1 minute de silence pour respecter. C'était vraiment une initiative des joueurs qu'on a supportée à l'intérieur de l'esprit du jeu. Puis après chaque match, on portait les arbitres et les joueurs portaient Black Lives Matter. Et puis, je pense que les joueurs ont sacrifié 1 minute de leur jeu pour aller à genoux, pour y réfléchir et penser à cette initiative. Parfait, on va voir une vidéo de ça. Shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin. Another name in a list that includes heinous acts of violence, such as George Floyd and Breonna Taylor. Quite frankly, we could right now only one shirt matters on the pitch, and that is the black shirt that says quite clearly Black Lives Matter. We are seeing the players stand together in a circle around center. And the other 6 teams in the CPL. Alors, Myriam et Lies, vous avez tous les deux été nommés pour ce match-là. Alors, j'aimerais entendre un peu parler de votre préparation à l'avance et quelle était l'ambiance pendant le match. Alors, on va commencer avec toi, Lies. Tu étais arbitre assistant numéro 1. Comment est-ce que c'était de regarder à travers le terrain, de voir tous ces joueurs debout en noir? C'était pas juste des joueurs, il y avait aussi des arbitres qui étaient en position hors jeu sur ce côté-là. J'avais anticipé cet aspect avant le match, puis on en a parlé dans une de nos séances de soirée. J'avais anticipé le fait que j'allais avoir un bon nombre de joueurs alignés en face de moi avec une équipe qui attaquait, qui était en noir. Et donc, pour leur jeu, ça allait être difficile. Et j'ai essayé de visualiser le plus possible l'approche mentale à adapter, à aborder pour essayer d'éviter de faire des erreurs. Mais lorsque je me suis positionné après les hymnes nationaux et tout ça, face aux joueurs, je me préparais pour commencer le match. C'était encore pire que ce que j'anticipais. Et donc, j'avais à peu près une 50aine, 60aine de joueurs en position hors jeu et tout ça. Et en plus, Calgary a commencé dans les 15 premières minutes, ils voulaient attaquer. Donc, ils avaient toujours des joueurs limite hors jeu, etc. Et donc, ça m'a pris une concentration plus soutenue que d'habitude, si on veut, et une concentration constante, sans repos. Et ça a été les 8 minutes 46, là, puisqu'on a arrêté à ce moment-là, comme on le verra tout à l'heure avec Myriam, pour mettre un genou à terre, les plus intenses peut-être de ma carrière. Et j'étais content que le 8 minutes 46 arrive pour que je puisse mettre mon genou à terre pour souligner Black Lives Matter, mais aussi pour que la torture arrête, là, si on veut. Oui, alors, c'est vrai. Alors, avant de parler de la situation sur le terrain, Myriam, comment est-ce que c'était de se préparer pour ce match? Parce que toi aussi, tu es un arbitre assez nouveau à ce ligue-là, à ce niveau-là. Alors, et je comprends aussi que tu étais une remplaçante pour un arbitre qui était blessé. Alors, j'imagine que ça veut dire que tu n'avais pas le même montant de temps pour te préparer et on ajoute ça à ça, l'atmosphère qui entourait ce match.
Alors, comment est-ce que toi, tu as géré cette pression-là? Oui, c'est certain que c'était un peu compliqué comme situation, effectivement. Donc, remplacement de dernière minute. Également, le match avait changé d'heure, je pense, la journée avant. Et puis également, je pense qu'en courant de la matinée, on avait eu les derniers détails de comment ça allait se passer. Fait que c'est sûr qu'au niveau mental et même physique, la préparation a été un peu précipitée. Mais il faut quand même rapidement oublier tout ça, puis aller de l'avant, se plonger vite dans le match, puis essayer de faire le travail qu'on aurait dû faire préalablement, mais un petit peu plus rapidement. Heureusement, dans un contexte de bulle, moi, j'avais accès à mes collègues qui avaient déjà arbitré les équipes. Donc, je pouvais aller leur demander c'est quoi les patterns, c'est quoi qu'il faut que je surveille. Donc, j'avais accès à ça directement. C'est sûr que se préparer à un contexte comme ça, c'est vraiment difficile. Là, ça m'est arrivé une fois. La prochaine fois, peut-être, je vais pouvoir mieux gérer cette situation-là. Le stress qui embarque aussi avec quelque chose à gérer qui n'est pas le match, mais qui est le 8 minutes 46, qui est tous les joueurs autour. Donc, c'était un petit peu difficile de ce côté-là. Mais quand même, là, avec l'équipe, j'avais la chance d'avoir l'IS qui est hyper expérimenté. Yousui également comme quatrième officiel. Donc, de travailler avec mes collègues, ça m'a permis de me recentrer sur le match. Puis, c'est sûr, une fois qu'on siffle, c'est de mettre de côté ce contexte et de se concentrer sur le jeu parce que les joueurs, eux, voulaient jouer. Oui, on va voir dans cette deuxième vidéo, on va voir le monter jusqu'au moment du silence dans le minute 8:46. Alors, on va regarder la vidéo, puis parle-moi un peu de comment toi, tu as géré ça. Going to continue to do so for 20 more seconds when Miriam Marcotte will blow the whistle, and the players will all kneel once more. Oh. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Marcotte checks her watch. Farsi sends it over the line. All the players trying to remind each other of what's to come. Miriam Marcotte reminding everyone what's really important right now. Players have stepped back onto the pitch. Alors, quelque chose qui n'arrive pas dans une match normale et on ne dit rien de mieux de contrôler un match que de mettre tous les joueurs à genoux pendant 1 minute. Alors, parle-nous un peu de cette situation-là. Oui, un peu inhabituel, mais une technique qui a finalement un peu fonctionné. Donc, quand on se rapprochait du 8 minutes 46, il y avait comme une équipe qui avait un petit peu oublié ce contexte-là et qui voulait presser alors que l'autre équipe désirait comme un peu arrêter la pression, rester chacun de leur côté et attendre le 8 minutes 46 pour pouvoir s'agenouiller. Donc, ça crée une certaine tension et on le voit juste au moment où est-ce qu'on doit tout le monde s'agenouiller. Il y a quelques joueurs qui rentrent en confrontation et discutent de façon assez intense. Donc là, sifflet de rappeler aux joueurs, il faut s'asseoir, chute, chute, chute. On me voit plusieurs fois le dire aussi le chute aux joueurs, même une fois agenouillé qui continue un peu à se parler. Au final, ça s'est bien passé. Quand tout le monde s'est relevé, tout le monde oubliait cette partie-là et s'est remis à jouer. Mais c'est sûr que c'est un contexte un peu différent. Puis, c'est ça, de demander à tout le monde de s'agenouiller dans un match. Je ne vous conseille pas d'essayer, mais dans ce cas-ci, ça a fonctionné. C'est ça, ça a fonctionné. On dit toujours, choisissez le meilleur temps de ralentir le match. Ça c'est comme tomber au bon moment, mais comme Joe l'avait dit, c'était vraiment pour supporter les joueurs qui voulaient vraiment faire quelque chose pour le support de ce mouvement-là. Alors, quelque chose, j'imagine, qui dans ta carrière, Myriam, je ne crois pas que ça va arriver une deuxième fois. Alors, quelque chose de très spécial. Alors, chaque arbitre dans le programme national passe à travers leur premier match professionnel. Il y a eu des moments importants pour nos arbitres pendant ce tournoi-là. Alors, Joe, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bien sûr, Caroline. Nous avions avec nous aussi Carly Shaw McLaren, qui passait sa première année au niveau national, qui venait d'ailleurs du programme Next Gen dans les années précédentes. Et puis, voilà, elle a eu son premier match de la CPL pendant pendant que nous étions à la bulle. L'Association canadienne de soccer avait confiance qu'elle était en mesure d'avoir son premier match
l'opportunité s'est présentée et elle l'a saisie. Et elle a vraiment, et ce match que vous voyez sur le diapo, elle a été le plus jeune arbitre de l'histoire au Canada à avoir arbitré un match professionnel avec 23 ans, si je me souviens bien. Et puis, c'était un succès. Je pense U3 était parmi l'équipe qui était sur le terrain ce match-là. Elle a reçu un soutien de son équipe. Elle a reçu un vote de confiance du programme et de nous. Et à la fin, elle s'est terminée avec, elle a arbitré avec succès 3 matchs pendant les Jeux de Lille. Alors, c'était vraiment un succès et un exemple comment les Jeux de Lille ont présenté des opportunités spéciales aux arbitres en voie de développement. Une autre situation spéciale, c'est un peu qu'il n'y avait pas de spectateurs pendant ce tournoi. Alors, les arbitres, vous travaillez dans une stade vide. Alors, Myriam, peux-tu me parler un peu de comment est-ce qu'il y a eu un impact sur votre gestion des joueurs, de comment tu parlais aux joueurs ou même juste de ton concentration? Est-ce que avoir personne dans les estrades, là, on peut entendre tout ce que tout le monde dit. On le voit présentement. Si on regarde à la télévision, on voit des matchs, on entend tout ce que les entraîneurs ils disent, tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, pour toi, est-ce que ça a changé un peu? Comment tu as géré les joueurs sur le terrain? Moi, personnellement, c'est sûr, en général, je ne suis pas quelqu'un qui va s'exprimer avec des mots qui peuvent porter à confusion. Donc, de mon côté, c'était quand même, somme toute, normal. Mais par contre, il fallait comme le rappeler aux joueurs et aux entraîneurs quand on était 4e officiel, de peut-être dire, faites attention, il y a des micros, on peut nous entendre. Également, dans le travail d'équipe, il fallait faire attention à ce qu'on disait parce que les joueurs pouvaient beaucoup plus entendre ce qu'on disait entre nous. Donc, tu sais, de dire, attention, peut-être une prochaine fois, ça pourrait être un carton, quelque chose du genre. Bien là, si quelqu'un entend carton, ça peut tout de suite mener à des propos qu'on ne comprend pas bien. Ça peut augmenter la tension également. Donc, de notre côté, il fallait faire attention, rappeler aux joueurs. Puis oui, c'était un peu spécial d'avoir vraiment aucun son. Puis au courant des matchs, on a eu la chance d'avoir un peu des spectateurs vers la fin. Ça ajoutait un petit peu plus la normalité. Mais ça a été une expérience assez drôle de ce côté-là, comme on entend à la télé présentement. Oui, c'est sûr qu'on peut entendre tout et peut-être on peut l'utiliser un peu comme 4e officiel pour nous aider avec les entraîneurs parce qu'on peut dire qu'il y a des micros et des choses comme ça. Alors, on a déjà parlé un peu du charge de travail. On a entendu dans certaines de vos réponses qu'il y avait une grosse charge de travail, mais premièrement, on va aborder Pierre-Luc. Après avoir, on n'a pas arbitré pendant si longtemps à cause de la COVID, comment est-ce que c'était vraiment de rembarquer sur le terrain pour un premier match? Je dirais que, on n'a pas arbitré beaucoup, mais donc l'été, il y a eu une grosse période de temps qu'on a eu beaucoup de temps, on met beaucoup de focus au niveau de notre entraînement physique. Donc, à ce niveau-là, physiquement, on était prêts, si on veut. Pourquoi le si on veut? C'est que tu as beau t'entraîner tant que tu veux, il n'y a rien comme être sur un terrain pendant un match. Et souvent, nos saisons débutent avec des matchs en concours. Donc, comme les joueurs également. Donc, souvent, c'est là qu'on retrouve un petit peu nos repères sur le terrain et qu'on se prépare en même temps. Donc, physiquement, je dirais qu'on était tous prêts parce qu'on a eu beaucoup de temps de s'entraîner, comme j'ai dit, mais le premier 15-20 minutes, il est spécial un petit peu. Il y a des choses qui vont peut-être plus vite que tu pourrais t'attendre. Dans mon cas, mon premier match a été 2 équipes qui avaient déjà joué un match. Donc, c'est un petit peu tout ça mis ensemble qui faisait la chose qui était spéciale. Mais ça ne prenait pas beaucoup de temps, honnêtement, pour retrouver nos repères. C'est juste qu'il fallait le faire vite. Parfait. Et Mathieu, on voit plusieurs questions qui ressortent sur le chat, mais comment as-tu géré le stress physique, mais aussi mental pendant une si longue période dans la bulle? On voit ici des questions, comment est-ce que les indicateurs de performance ont été optimisés et quelles étaient vos méthodes spécifiques d'entraînement et de récupération pour vraiment garder ta forme physique et mentale pendant ton temps dans le bulle?
Très bonne question et je dirais que c'est vraiment propre à chacun. Je pense que l'important dans ça, c'est si on a une formule personnelle qui fonctionne, mais c'est de l'écouter. Et dans ce sens-là, c'est que c'était pas évident. Je pense que le gros défi dans tout le temps de cette bulle-là, c'était de respecter aussi la façon que les autres allaient gérer leur stress de leur côté. Parce que c'est pas tout le monde qui allait le vivre d'une certaine façon. Pour certains, l'isolement, ça peut venir les affecter. Moi, mon côté, pour avoir eu une certaine forme d'internat dans le passé, c'est venu me donner un plus à la situation. Fait que qu'est-ce que je faisais? Mais quand je reviens à dire de s'écouter, si on avait besoin d'un moment personnel, mais de le prendre, ce temps-là, d'aller à sa chambre ou juste marcher dans l'hôtel ou aller à l'extérieur, mettre ses écouteurs, c'était une façon de communiquer avec sa famille, des amis, mais garder contact avec le milieu extérieur de la bulle. Je pense que ça, c'était quelque chose pour tout le monde qui devait être respecté. Pour garder le focus dans la situation, on regarde dans le premier vidéo, au travers dans le tournoi, c'était sûr certain que des fois, être trop centré dans la situation, il fallait trouver une manière de juste s'assurer, encore là, excusez-moi l'anglicisme, mais être sharp. Je ne sais pas si, Caroline, tu pourrais me montrer le vidéo, s'il vous plaît. Tu es censé de l'avoir au niveau de tes yeux, c'est pour ça qu'il avait été levé. OK, d'accord. T'en restes un dernier. Non. Le deuxième, What's going on here? Ah non! La vidéo, ça disait bad dessus. Je ne sais pas si ça, c'est parti. Ça disait bad à la fin. Alors, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Bien, en étant dans une bulle, puis pas nécessairement avoir le contact régulier au niveau extérieur, mais ça, c'était un exercice qui nous a été mis à notre disposition juste pour travailler notre agilité, vivacité d'esprit, pour nous garder sharp. Et c'était disponible en tout temps. La plupart du temps, on le prenait juste au début d'un match, mais en préparation en vue d'un match, juste pour s'allumer, s'activer au niveau mental. Parce que, je veux dire, c'était tellement facile de perdre la réalité de l'extérieur. On ne voyait pas le temps passer. Le temps pouvait être long. Puis, c'est juste des petits trucs. Pierre-Luc a mentionné plutôt de jouer à FIFA ou quoi que ce soit, mais c'est de prendre chaque petit moment juste pour s'évader, pour faire le vide et remettre les piles à plein pour affronter. Est-ce qu'il y avait un entraîneur physique qui pouvait vous aider pour regarder vos entraînements, pour les changer à cause de la charge des matchs? Effectivement. Dans mon cas, j'ai expérimenté une blessure au niveau du dos, au niveau lombaire, durant la compétition. Moi, mon côté, comment c'est venu générer un stress, mais ce stress-là est plus venu du fait que je générais une charge supplémentaire à mes collègues. Je trouvais ça un peu injuste dans la situation, fait qu'il y avait un petit sentiment de culpabilité. Heureusement, encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a un préparateur physique, Kevin Wildfang, qui était disponible. Et dès le moment que j'avais eu ma blessure, quoi que ce soit, j'étais en contact avec lui, qui a adapté ma charge de travail pour m'assurer que je revienne le plus rapidement possible sur le terrain. Et ça m'a pris plus ou moins une semaine pour revenir, surtout avec un petit stress encore là, de s'assurer est-ce que mon dos va me relâcher encore. Mais tout était correct finalement. Fait que je suis revenu rapidement, puis reprendre cette charge-là que j'avais malheureusement donnée à mes collègues. Parfait. Et tu parles de blessures. Malheureusement, avec toute la pression exercée sur votre corps, on a entendu 9-11 matchs. Forcément, il va avoir des blessures et il me semble que Philippe, toi, tu étais un des malchanceux. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu as géré cette blessure-là? Oui, ben absolument, Caroline. Les blessures, vous le savez, font partie, c'est une partie intégrale d'une carrière d'arbitre. Presque tout le monde a à gérer ça à un moment ou à un autre dans sa carrière.
Donc, dans mon cas, dès le premier match, en fait, là, j'ai subi une blessure à un quadriceps là, à la toute fin du premier match que j'ai arbitré, qui était aussi le match inaugural du tournoi. Donc, ça n'a pas du tout, ça n'a pas affecté le match, mais ça a affecté le reste de mon tournoi, évidemment. Donc, je suis resté là-bas, ce qui fait que ma participation au tournoi était la plus courte. Là. J'ai été au tournoi seulement 3 semaines. Suite à ce premier match-là, j'ai travaillé beaucoup, entre autres, avec Kevin, notre préparateur physique, mais aussi en physiothérapie là-bas, pour essayer de revenir le plus rapidement possible au tournoi, mais on a dû arriver à la conclusion que la blessure était beaucoup trop importante et ne m'a pas permis de continuer à prendre part au tournoi. Donc, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Je suis toujours en réhabilitation, mais ça s'améliore beaucoup. Mais oui, donc pour moi, ça a été une déception là, d'avoir à faire tous ces sacrifices pour se rendre au tournoi et de malheureusement pas pouvoir y prendre part, à vivre l'expérience à part entière comme les autres. Et comme le disait Mathieu, il y a aussi une espèce de culpabilité de mettre énormément de pression sur mes collègues. Dans le cas des arbitres assistants, on en a déjà parlé à quelques reprises, ils ont eu un rythme très serré. Là. Il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour les arbitres assistants. Alors, ils ont eu à faire beaucoup de matchs. Moi, je tombais au combat. Ça leur a mis beaucoup de pression. Alors, j'en profite pour les remercier par ailleurs. Ils le savent déjà, mais je tiens à le redire avec tout le monde. Oui, non, c'est sûr, c'est pas facile et c'est pour ça souvent que c'est important d'avoir un entraîneur physique ou quelqu'un qui peut regarder aux entraînements pour les ajuster. Mettons un arbitre assistant qui fait des matchs de suite, 2 matchs de suite, 3 matchs de suite pour assurer la récupération, etc. On ne peut pas tous faire les mêmes entraînements. Alors, j'imagine que la préparation et avoir de pouvoir parler à Kevin puis tout ça pour assurer que la préparation a été bonne. Et ensuite, si on a des petites blessures, parce que c'est sûr qu'on a eu des arbitres avec des gros blessures qui ont dû partir du tournoi, mais j'imagine, un arbitre ou un arbitre assistant qui fait 9 ou 11 matchs a toujours des petites blessures. Alors, les physiothérapeutes, les massothérapeutes, c'est tellement important d'avoir accès à ce monde-là pour pouvoir récupérer et bien performer sur le terrain. Alors, bonne récupération, Philippe. J'espère que la récupération va aller super vite. Merci, Caroline. Et bien sûr, on a parlé des matchs de haut niveau. Chaque match a été évalué par un évaluateur national. Et Joe, peux-tu me parler un peu du processus parce que ce n'était pas nécessairement un processus normal avec toujours un évaluateur qui était présent dans le stade? Oui, bien sûr, Caroline. Comme tu nous as présenté au début, il y avait quand même chaque match un évaluateur au stade qui était soit Bob, soit Joe, qui est moi-même. Alors, mais aussi ce que le programme d'arbitrage de Canada Soccer, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'on avait essayé d'avoir une idée innovatrice. Alors, pendant une vingtaine de matchs, en plus des évaluateurs qui sont au stade, nous avons également nommé des évaluateurs qui évaluaient virtuellement les matchs à travers la vidéo, parce que les matchs étaient diffusés sur soit la télévision CBC ou soit Canada Soccer, soit One Soccer, je pense. Et puis, nous avons analysé les écarts observés entre ce qui a été observé virtuellement par ces évaluateurs et ce qui a été, bien sûr, observé au stade. Et cette initiative a été un succès et a offert des opportunités et possibilités aux évaluateurs qui ne pouvaient pas être présents au Jeu de Lille, mais aussi ça a fourni au programme également une rétroaction utile de la façon dont nous pouvons aborder à l'avenir des matchs, l'évaluation des matchs. Comme vous le savez, la première ligue canadienne est en pleine croissance et puis je pense que c'était une expérience très, très utile. C'est sûr que la COVID, on voit maintenant beaucoup plus de technologie, on utilise beaucoup plus de technologie parce qu'on ne peut pas se rassembler. Donc, c'était une bonne opportunité de tester la technologie, être un peu innovatrice, comme tu dis,
pour faire tout ça. Alors, c'est super, super intéressant. S'il y a des questions, mettez-les dans le chat, mais qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant avant de finir notre webinaire? J'aimerais demander à tous nos arbitres et nos arbitres assistants. Premièrement, j'aimerais vous demander de nous donner 2 leçons. Alors, une leçon que vous avez appris qui est liée au soccer et une leçon individuelle. Donc, je vais passer par je vois juste mes petits carrés. Alors, Myriam, c'est à toi la parole en premier. Oui, donc moi, ma leçon du côté soccer, je dirais, je la savais déjà un peu, mais ça s'est encore plus avéré vrai dans le tournoi. Donc, l'importance de la préparation mentale. Avant un match, je préparais un peu différents scénarios pour également préparer différentes réponses qu'on peut faire et pas juste imaginer que le match va juste bien aller, qu'il ne se passe rien de particulier. Donc, en étant prête mentalement sur le match, on peut réagir plus rapidement. Ma leçon personnelle serait un peu de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et tout le reste, d'essayer d'adopter une attitude qui est positive ou neutre par rapport à ce qu'on ne peut pas contrôler, qu'on n'a vraiment aucun pouvoir dessus. Donc, vraiment, qu'est-ce que moi, je peux faire pour contrôler ce que je peux contrôler et le reste, un peu de s'en dissocier. Et pour mon petit souvenir, là, c'est quand même assez simple, mais c'était juste les soirs où est-ce qu'on regardait les matchs de nos collègues. Des fois, il y avait un seul match dans une journée. Donc, tout le monde, on allait voir les matchs ensemble. Et parfois, il y avait de la crème glacée. Donc, c'était juste des très beaux moments de ce côté-là. Un bon mémoire de crème glacée, c'est super. Et toi, Pierre-Luc? Ça va mieux si je rouvre le micro pour parler. Donc, au niveau là, du soccer, là, de mon côté, un petit peu comme Myriam a dit, c'est des choses souvent qu'on ajuste. Moi, de mon côté, surtout dans un climat là-bas, là, qui avait beaucoup de matchs en peu de temps, qui avait une espèce de fatigue mentale qui s'installait, moi, une chose que j'ai commencé à travailler, c'est au niveau de mes pre-games, dans mes instructions d'avant-match, d'essayer de mettre beaucoup d'emphase également au niveau du climat. Donc, de créer un climat peut-être plus propice, un climat de groupe, un climat d'équipe, qu'on s'en va à la gang, on s'en va tous ensemble à la même place, puis voici le chemin qu'on va utiliser, peut-être beaucoup moins technique, plus avec le climat de ce côté-là. Côté individuel, ça n'a rien à voir avec le soccer, ça a à voir avec l'expérience d'être isolé, loin de la famille. Pour moi, ça a été comment je peux aider les miens chez nous sans être là pour enlever une charge de travail un petit peu là, à ma femme de ce côté-là, qui doit gérer tout sans moi. Certains diront que c'est plus facile de même, mais bon, avant que quelqu'un le dise. Et au niveau des souvenirs, je vais être honnête avec toi, Caroline, j'aurais aimé passer après l'IS parce que je sais qu'IS va essayer de dire que c'est pas vrai. Mais pour moi, c'est tous les matchs de FIFA pour lesquels je l'ai tout simplement là, détruit. Et je pense que Myriam, qui était ma voisine de chambre, et Gabriel, qui était juste en haut de ma chambre également, peuvent confirmer assez facilement qu'ils pouvaient savoir quand quelqu'un score un but et quand quelqu'un se fait scorer un but pour savoir avoir le pointage en direct avec nos émotions. Donc, honnêtement, on a eu beaucoup de fou rire là, en gang là-bas. C'est ce qui va me manquer. Pierre-Luc, ton micro était sur mute. Personne n'a rien entendu. Et Joe? Merci. Pour moi, vraiment, au niveau soccer, et je pense que ça a été dit, les entraînements de base, la répétition, ce n'est jamais, même si on a beaucoup d'expérience, ce n'est jamais débile ou une perte de temps à continuer à trier sur les concepts de base. Et je pense qu'en faisant tout ça, même si ça paraissait un peu, on a voyé les yeux qui roulaient, on fait ça de nouveau, mais je pense que vous allez être d'accord que ça s'est traduit en une bonne performance sur le terrain. Au niveau individuel, moi j'ai connu la plupart de vous pendant des années, mais par contre, être dans une bulle pendant 6 semaines, j'ai eu le plaisir à apprendre de connaître chacun de vous individuellement, personnellement. Et je pense que c'était vraiment une expérience très enrichissante parce que j'ai appris de vos travails, de vos défis et puis de la bonne personnalité que nous avons dans notre programme. Mon souvenir, c'est au niveau des Jeux de Lille, on a eu 35 matchs. Moi, je suis une personne qui est un peu très passionnée. Je regarde le soccer partout en Europe, aux Amériques. Et puis, je peux vous dire que je suis très, très fier, ainsi que mes collègues, de la performance pendant ces 35 matchs. On est capable de prendre les bonnes décisions
sur le terrain et individuellement et en équipe sans avoir recours au VAR. Donc, c'était vraiment si peu d'erreurs qui ont affecté les matchs et je demeure à retenir une expérience globale très, très positive. Super. Alors, à toi, Mathieu. Moi, au niveau soccer, la leçon en étant, comment je peux dire, un remplaçant ou en stand-by, ma leçon du soccer, c'est d'être prêt, de toujours être prêt. Des fois, on a tendance à négliger cet aspect-là puis se dire « Ah, OK, ça n'arrivera pas avec moi. » Mais tu sais, quand on le dit en stage, d'être prêt, puis on ne sait jamais quand on peut avoir l'appel, mais je pense que ça s'est appliqué à moi cette année. Au niveau personnel, ça serait plutôt de me dire, en cette période un peu étrange, où il y a beaucoup de normes restrictives, mais c'est de profiter du moment, saisir l'opportunité qui se présente devant soi. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Puis j'ai été vraiment chanceux. Je suis vraiment reconnaissant envers l'Association canadienne de m'avoir donné cette opportunité-là de participer au jeu parce que sinon, je n'aurais pas vu de soccer professionnel cette année. Au niveau mon souvenir des Highland Games, ça serait relié avec le soccer. Ma saison 2019, au niveau personnel, au niveau de mes performances, ça s'est terminé sur une note à mon côté qui n'était pas satisfaisant. Et tout au long des jeux, j'ai eu une progression qui a été de façon croissante. Et arrivé à mon dernier match, mais qui était Calgary contre HFX, qui était un match déterminant dans le tournoi, mais ça a été une performance que tout le monde était content et moi-même que j'étais content parce que ça terminait ma saison sur une bonne note. Super. OK. Philippe, à toi. De mon côté, au niveau soccer, ce que je retiens beaucoup de ce tournoi-là, puis il y en a beaucoup qui ont touché ce sujet-là de différentes façons, mais je veux juste revenir là-dessus. Puis ça a souvent l'air d'un cliché, on en parle tout le temps, là, mais l'importance du travail d'équipe et de la communication. Dans mon expérience d'arbitrage, je n'ai jamais participé à un tournoi où il y a eu autant de bonnes décisions qui ont été vraiment prises en raison du travail d'équipe, de la communication. On a eu plein d'exemples où ça a été absolument fondamental pour avoir les bonnes décisions. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'élément que je pense qu'on prend souvent pour acquis ou qu'on considère vraiment que c'est un cliché, mais au contraire, le tournoi a commencé comme ça. Dans le premier match du tournoi, il y a eu une grosse décision à prendre à la toute fin. Ça a été une décision où on a dû s'appuyer sur le travail d'équipe pour y arriver. Alors vraiment, l'importance du travail d'équipe, de la communication, comme le disait Joe, même sans la VAR, on peut réussir à avoir un excellent taux de bonnes décisions grâce à ça. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est de voir comment composer avec la déception, c'est-à-dire qu'il y a des choses, même si on essaie de tout contrôler, même si on essaie d'être le mieux préparé possible, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme une blessure importante, dans mon cas. Donc, il faut être capable aussi d'accepter cette déception-là, puis d'être capable d'accepter qu'OK, il y aura une réhabilitation, ça va prendre un certain moment, mais de garder en tête l'objectif puis de continuer à travailler pour revenir au jeu. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu au niveau personnel. Sinon, peut-être le souvenir que je retiens, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de participer, de faire le match inaugural du tournoi, qui a eu lieu un jeudi soir, là, et j'ai fait ça avec Yousri, Stéphane et Juan. Moi, ce que je me souviens de ce match-là, c'est tout l'engouement qu'il y avait, toute la tension qu'il y avait autour de ce match-là. C'était un match entre les deux équipes finalistes de l'année précédente. Le match était très attendu et il faut aussi ajouter à ça le contexte que tout le monde au Canada regardait ce match-là. On sentait que toute la communauté soccer, arbitre, tout le monde regardait ce match-là. On recevait beaucoup de commentaires de l'extérieur. Tout le monde était excité pour ce match. C'était le premier match professionnel au Canada depuis un très long moment. Donc, pour moi, ça demeure mon beau moment du tournoi et surtout la satisfaction qu'on a eue là, à la fin, quand on a terminé ce match-là, que c'était une excellente performance pour l'équipe d'arbitre. Donc, ça sera mon souvenir pour le tournoi. Super. Et Lies? Sur le point de vue du soccer, si on veut,
ce que j'ai aimé pour ma part, c'est la capacité de performer, même dans des conditions difficiles, où est-ce qu'on a peu de repos, où est-ce que mentalement c'est chargé, où est-ce qu'on doit aussi travailler, où est-ce qu'on est vraiment isolé. Donc, cet aspect-là, ça m'a aidé comme arbitre et je pense que c'est ce que je vais retenir de ce tournoi. Sur le plan personnel, je pense que sur le plan personnel, c'est plus les relations que j'ai développées avec certains arbitres, instructeurs également. Il y en a certains que j'ai battus à FIFA et même s'ils ont de la difficulté à l'accepter, ça, j'en retiens un bon souvenir. Mais certaines autres personnes qu'on voit moins, on voit moins souvent, surtout les arbitres de la côte ouest, qu'on a appris à connaître, etc. Et ça, j'en garde des bons souvenirs. Et comment le groupe nous a permis de rester zen et positif tout au long du tournoi. Puis, ça a été un peu mentionné un peu aléatoirement durant la conférence, mais si vous me permettez l'expression, la vibe, l'atmosphère était excellente entre les arbitres. Et donc, c'est quelque chose qui nous a aidé au final à performer. Et mon souvenir, ça a été le match dont on a parlé tout à l'heure, Black Lives Matter, qui était puis j'ai fait des finales avec beaucoup de spectateurs, etc. Mais c'est un match où il n'y avait pas de spectateurs dans le cas présent. Puis le moment solennel, la sincérité des joueurs devant leur action, puis face aux événements qui arrivent, c'est mon souvenir du tournoi, je dirais. Excellent. Gabrielle, à toi. Oui, donc ce que je retiens au niveau soccer que j'ai appris au courant du tournoi, c'est le travail à l'extérieur du terrain. Quand je parle de ça, ça veut dire ce qui n'est pas dans le match en tant que tel. C'est vraiment un facteur qui est extrêmement important pour s'améliorer. Regarder, analyser des matchs avec ses collègues arbitres, puis aussi soi-même s'auto-analyser suite au match. Travailler sur la communication en parlant d'événements qui s'est passé dans les matchs qu'on a fait. Puis aussi faire des exercices, comme Joe a dit, de base là, sur le terrain, c'est toujours pertinent. Donc, si on met des efforts à l'extérieur du terrain, c'est sûr que ça apporte des résultats. C'est ce que j'ai pu apprendre là-bas. Niveau personnel, comme on en a parlé pas mal tout le monde, l'effet de groupe, c'est vraiment important. S'inspirer, écouter les conseils de ses collègues, de ses instructeurs. Ces gens-là ont souvent beaucoup d'expérience puis ils nous apportent tellement dans ce qu'ils peuvent nous dire. Puis aussi, nous-mêmes, on peut donner aussi beaucoup d'informations à des gens, même si des fois on a moins d'expérience, des fois on vit quelque chose avec notre équipe d'arbitres, puis on peut donner notre opinion, puis après ça, partager avec les autres. Puis sinon, mon meilleur souvenir, je ne peux pas passer à côté, mais j'ai été assignée sur la finale, donc c'est vraiment une belle reconnaissance d'être sur ce match-là du tournoi. On dit souvent là, que les arbitres, on a les meilleurs sièges quand on est sur un match, mais c'est ça, là, il n'y avait pas beaucoup de sièges cette année, là, fait que j'en avais un bon. Puis on vit des émotions, quand on est sur ces matchs-là, on vit des choses, puis on s'en souvient toute notre carrière. Donc, c'est vraiment une fierté d'avoir arbitré ce match-là avec mon équipe d'arbitres. C'était vraiment une siège VIP pendant ce match-là. Hein? Et last but not least, on va aller à Yousry avec la moustache pour ses leçons et ses souvenirs. Moi, je pensais que tu n'allais pas me demander parce que tu ne voulais pas voir ma moustache sur ton écran. Mais pour moi, une des leçons que j'ai apprises, c'est vraiment, comme on a parlé avant, avec le climat d'équipe, mais c'est pas juste avec le match, c'est pas juste les 90 minutes, c'est pas juste le temps qu'on passe avant le match, c'est vraiment, on a une opportunité de former ce climat pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Et c'est ça qui a vraiment aidé, c'est de connaître quelqu'un au niveau personnel pour être capable de travailler au niveau professionnel comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Quelque chose de personnel, c'est vraiment la gestion de temps avec la famille, le travail, puis les exigences du tournoi. On est toujours en train d'aller dans des directions différentes. Alors, c'était vraiment important de trouver des moyens, pour moi personnellement, d'améliorer la façon que je gère mon temps. Et mon souvenir,
j'ai un peu honte de dire ça, mais la première journée, quand on est arrivé, on avait une petite salle d'exercice. J'ai rentré là-dedans, j'ai regardé la fenêtre, puis il y avait un magasin de crème glacée. Puis j'ai vu le chaos, la crème glacée qui était là, et pour la semaine, c'est tout ce que je pouvais penser. Alors finalement, le dimanche, après une semaine d'être là, on a finalement eu la chance de manger de la crème glacée, et là, j'étais vraiment content. Quelqu'un qui vient de l'île du Prince-Édouard, la crème glacée Chaos, c'est quelque chose qui est une grande fierté de l'île du Prince-Édouard. Alors, une bonne souvenir à finir. On a une 2-3 minutes. Alors, on va répondre à une des questions live. Alors, c'est pour toi, Mathieu. Ça parle un peu, tu étais une gardien de but. Et la question vraiment est en gros, en quoi le fait d'être un joueur t'a été bénéfique, surtout au niveau psychologique, mais aussi sur le terrain, etc. Avant de commencer, je vais offrir un petit moment pour Lies. Lies, je t'écoute. J'aurais pu attendre après ton intervention. Je pense que ça va être plus pertinent. Vas-y, Mathieu. Non, donc, en réponse à la question de Amine, effectivement, j'ai été gardien. Et il faut comprendre, être joueur et être arbitre, c'est deux choses. Certainement, les choses peuvent se rejoindre à un certain point, mais c'est important de faire ces coupures-là pour ne pas tomber, justement, parce que des fois, on va se dire « Ah, OK, il n'a pas voulu faire exprès quoi que ce soit. » Non. En tant qu'arbitre, il faut avoir le feeling du match, puis il faut demeurer objectif dans la pratique. Certainement que qu'est-ce qui m'a aidé le plus de ma carrière de joueur, c'est peut-être développer des liens plus rapidement avec des joueurs sur le terrain. Bon nombre de ces joueurs-là qui font partie de la Ligue canadienne, j'ai eu l'opportunité de jouer avec eux à un certain moment dans ma carrière, autant que ce soit avec les équipes du Québec ou avec le programme national. Donc, c'est vraiment ce côté-là que je retiens vraiment de mon expérience de joueur. Au niveau du feeling, aussi, je dois avouer que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mais certes, je dirais c'est plus justement, là, c'est créer le lien professionnel avec mes anciens collègues là, que j'avais comme joueur. Super. Alors, avant de finir, je veux vraiment vous féliciter. Yes. Lies. Ben oui, il ne fallait pas oublier. Mathieu parle des équipes du Québec, des équipes canadiennes, etc. Mais moi, quand j'ai joué avec lui, son surnom, c'était la passoire. Là. Donc, faut mettre ça en guillemets là, que c'était un vrai gardien. Là. J'étais pas. C'était son surnom au tournoi aussi. Là. Super. Des petits points que pas tout le monde savait. Alors, ça, c'est super. Alors, de ma part, j'aimerais vraiment vous féliciter, tout le monde, de votre professionnalisme, de votre performance et que vous avez représenté le programme national et tous les arbitres à travers le Canada vraiment avec une grosse fierté. C'est avec une grosse fierté qu'on a regardé vos performances pendant ce tournoi. Je sais que c'était pas facile de partir de votre famille, pas facile d'être dans la bulle pendant 43 jours. Alors, merci. Vous êtes des modèles pour tous les arbitres à travers le Canada et je suis certain que vous, comme on a déjà entendu avec vos leçons et vos souvenirs, vous avez retiré quelque chose de très important pendant ce tournoi qui va vous aider sûrement pendant votre carrière. Je suis très excitée de voir la progression de votre carrière et vos prochains matchs et tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces histoires-là et toutes vos expériences avec nous aujourd'hui. C'était tellement, tellement bien fait. Alors, merci. Et je ne peux pas finir ce webinaire sans remercier chacun d'entre vous d'avoir été présent pour la présentation aujourd'hui dans le cadre du série de webinaires pour arbitres de Canada Soccer présenté par Allstate, le championnat sur l'île La vie dans la bulle. Nous désirons une fois de plus profiter de l'occasion pour reconnaître et remercier notre partenaire présenteur de cette série, Allstate Canada, et ses 1000 agents, fiers supporters du soccer canadien à tous les niveaux du jeu. Alors, merci et profitez de votre dimanche ou, si vous voulez, à 4 heures, vous pouvez assister à la version anglaise du webinaire. Alors, merci beaucoup et bon dimanche.